Togo Info, le Togo à votre portée. Détournement des chefs d'établissement et repêchage sans contrôle des élèves pour les classes supérieures. Le ministre de l'enseignement primaire, secondaire, technique et de l'artisanat, professeur Dodi Komlan Kokoroko, tape du poing sur la table. Nous revenons sur le sujet. On a désormais une idée claire des conclusions issues de la concertation nationale entre les acteurs politiques. Ces conclusions sont déjà sur la table du gouvernement. Et puis, le Togo continue la digitalisation. L'on peut désormais avoir son casier judiciaire en ligne. La plateforme est lancée cette semaine par Victoire Toméga Dogbe. Les spécialistes, bonsoir, ravi de vous retrouver et bienvenue à tous. Envie de passer un bon moment? Vous êtes sur la bonne radio. Vous êtes sur la bonne radio. 105.5 FM. Gérard Ouessan, bonsoir, bienvenue. Bonsoir, je salue tous les auditeurs et auditrices. Vous êtes le directeur de la publication Sika Magazine. Sans doute que vous vous préparez bien pour la semaine prochaine. Ben, on se prépare, c'est vrai. Mais Sika, c'est toujours une gageure. Hein. Ouais. On ne sait jamais là où on va. Il faut toujours inventer de nouvelles idées. Et beaucoup de caricatures, beaucoup de dessins. Il faut avoir des idées d'abord. Il faut transformer les idées en scénarios. Ouais. Et les scénarios deviennent des dessins. Vous voyez, c'est tout un parcours. En tout cas, ça fait plaisir quand on retrouve le journal dans les kiosques. À chaque parution, il y a toujours quelque chose d'innovant et de nouveau qui attire. On aime amuser les gens. Merci beaucoup à vous. On aime s'amuser et amuser les gens. D'accord. Yao Koussé, bonsoir. Ça fait plaisir de vous retrouver aussi cet après-midi. C'est partagé et c'est un plaisir de retrouver tous les amis qui sont branchés pour nous suivre. Je nous embrasse. Ça fait un plaisir de vivre ce moment agréable avec des milliers d'auditeurs. Ouais, ça fait plaisir en tout cas. Oui, vous êtes le directeur du site africanligne.info. Sans doute beaucoup d'infos cette semaine sur votre site. C'est notre quotidien. Nous publions beaucoup d'informations. À la différence que nous ne sommes pas du genre satirique. Yeah. Toutefois, j'apprécie. Tout le monde, hein? Non, c'est vrai. J'apprécie beaucoup Sika, que je lis très souvent. Mes enfants même l'adorent. Et ils me réclament toujours Sika chaque semaine. Voilà. C'est bien. Je le tire chapeau, il fait du bon boulot. À part Pipo qui a disparu en temps, Sika a fait un bon chemin, continue de le faire. Nous devons soutenir ce journal qui amuse beaucoup les citoyens en ce temps où la crise sanitaire et monétaire combinées font que les gens n'ont pas la joie. Mais Sika nous fait donc trouver la joie de vivre. Ouais. C'est bien. C'est le journal de la bonne humeur. Ce n'est pas inscrit à l'ordre du jour, mais résister au temps, ce n'est pas aussi facile, hein. Surtout avec votre domaine qui est beaucoup plus ou moins spécifique, où il faut passer l'information tout en faisant sourire. Non, mais c'est comme la vie, hein. C'est comme la vie quotidienne. Résister au temps, c'est pas donné à tout le monde. Ouais. Faire la centaine, c'est pas donné à tout le monde. Et donc, il y a toujours des écueils, hein. Il y a des maladies, il y a des ceci, il y a des cela, mais l'essentiel, c'est toujours de se relever. Et mon confrère Koussé, c'est bizarre, mais hors antenne, je pense qu'il peut trahir ce que je lui disais. Hein. Je lui ai dit une phrase que vous avez écoutée vous-même. Il n'abandonne jamais. Mais autant que je l'apprécie, et je m'étonne que lui aussi m'apprécie de la même façon. Ouais. Parce que moi, je le trouve toujours très, 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 très tenace. Ouais. Et vous l'avez écouté, on peut traduire son auditeur en rentrant dans le studio. Vous avez surpris cette phrase-là que je lui ai adressée. Ouais. Toi, tu n'abandonnes jamais. Tout comme Sika, hein, vraiment. Félicitations à vous. Et nous attendons Ibrahim Acha, le directeur de la publication Temps Nouveau. Oui, au Togo, c'est désormais possible d'avoir son casier judiciaire en ligne. C'est en 5 étapes. On peut donc dire adieu à cette tracasserie liée à l'obtention de ce document. Yao. Ah oui, ça c'est une très bonne nouvelle. Vous savez, c'est vrai que cela a été depuis dans les pays européens. Et maintenant, on essaie un peu de l'amener ici. C'est bien. Avant, souvent pour un concours, on réclame forcément le casier judiciaire. Il fallait donc aller dans son village. Si vous habitez, si vous êtes né à Dapaon, vous devez quitter le mur pour vous rendre à Dapaon. C'est vraiment compliqué que ça nous faisait beaucoup dépenser, beaucoup rater les occasions qui s'offraient à eux. Maintenant, avec cette digitalisation, nous pouvons facilement, 5 étapes, effectivement, avoir un cas judiciaire. C'est une bonne chose. C'est vrai que dans certains pays, l'obtention
est pratiquement gratuite. Vous faites une demande de greffe du tribunal du lieu de votre naissance et puis on vous l'attribue, hein, vous allez chercher ça. Donc, parfois, séance tenante, ça relève les condamnations d'un individu hein, dans la vie. Si une fois vous allez condamner, le casier va répertorier ça. Donc, si c'est vierge, c'est que tu as un parcours de vie sans faute. Mais quand vous avez déjà fait la prison, donc, les tribunaux ont une certaine collaboration. Même si tu as fait la prison en Inde ou en Italie, au Togo, il y aura un reflet sur votre casier judiciaire. Donc, il y a une certaine collaboration entre la justice, les justices du monde, je pourrais dire. Donc, aujourd'hui que c'est digitalisé, c'est une bonne nouvelle, surtout pour nous qui très souvent sollicitons les concours par-ci, par-là, pour pouvoir quand même gagner mieux dans la vie. Ouais. Donc, ça nous évite de faire des déplacements. La dernière fois, il a fallu que je demande à la pause SPT de me faire le transport parce que j'avais une cousine qui va me faire ça et par SPT j'obtenais ça. Mais aujourd'hui je peux rester sur place, l'obtenir et demander même comment on va s'asseoir par la poste ou bien par... Plus besoin d'aller au village pour ça. Hein. Plus besoin. Hein. On a fait tellement de trajets, de voyages, je l'ai fait depuis très longtemps. Aujourd'hui c'est un plaisir. Il faut qu'on apprenne aussi aux gens à pouvoir l'utiliser. C'est une question informatique. Donc, il faut qu'on montre à la population comment s'en servir royalement pour pouvoir disposer de ce manuel très important dans la recherche d'emploi ou dans la vie civile. Voilà, c'est une bonne nouvelle pour les Togolais. D'accord. Oui, Gérard, c'est une bonne nouvelle. Au-delà, je retiens de Kousset une communication du ministère de la Justice pour permettre à tous les citoyens de savoir comment ça se passe. Non, de toutes les façons, c'est une bonne nouvelle. Tout ce qui fait gagner du temps, c'est une bonne nouvelle. Et moi, je me rappelle, quand on était enfant, ben, pour se doucher, ben, il fallait aller chercher l'eau à la fontaine publique. Et vous arriviez là-bas, il y avait une longue queue. À Badago, là-bas, il y avait une longue queue. Et ça se terminait souvent par des bagarres que moi, je perdais toujours. Les bagarres. Je suis pas très fort en bagarre. Et donc, vous voyez, pour avoir de l'eau à boire ou bien pour faire le repas ou bien pour se laver, il fallait perdre environ 2 heures, 3 heures. Aujourd'hui, il suffit de tourner votre robinet là, ben l'eau sort. Donc, tout ce qui fait gagner du temps à l'homme, c'est bien pour le développement. Les anglophones disent time is money. Yeah. Et donc, si on peut avoir le casier judiciaire aujourd'hui sans dépenser de l'argent, d'abord, et sans perdre du temps pour aller sur son lieu de naissance, aller séjourner là-bas, c'est un grand acquis. Moi, je me demande pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas fait plus tôt, étant donné que l'informatique, ça ne date pas d'aujourd'hui. Hein. Et c'est des choses, il faut que nous sachions par quel bout prendre le développement. Qu'est-ce qu'il faut faire d'abord pour favoriser d'autres choses. Je crois que c'est ça qui nous manque un tout petit peu au Togo. On prend les choses par les mauvais bouts de temps en temps, et ce qui fait que ça traîne. Donc, on ne peut qu'applaudir. Moi, je dis que c'est une bonne chose, mais il reste encore beaucoup de choses à faire. Et même à essayer d'aller faire votre carte d'identité nationale, vous allez voir tout le temps que vous allez perdre. Pourquoi pas l'informatiser aussi? Pourquoi ne pas l'informatiser pour le passeport? Pourquoi ne pas organiser les choses pour que ça aille beaucoup plus vite? Il y a plein de choses où on perd beaucoup de temps. En tout cas, pour le faire, il faut aller sur le site www.casier-judiciaire.gouv.tg, à joindre les pièces justificatives, après renseigner son identité, indiquer son contact et procéder par une confirmation et après payer les frais par Timoni ou Flouse qui s'élèvent à 500 francs CFA. Ben c'est bien tout ça. Mais quand vous parlez, je suis rien parce que moi je me dis, mais je n'ai pas souvent besoin de cette pièce-là. Vous savez, il y a une frange de société, une frange d'âge de la société qui a souvent besoin de cette pièce. Mais dès que vous atteignez un certain âge ou bien vous êtes en fonction, ou bien on en a rarement besoin. Heureusement, sinon ce serait très difficile. Ce qu'il y a à louer aussi, c'est le certificat de nationalité. Exactement. Vous voyez, c'était beaucoup plus compliqué. Aujourd'hui, c'est un peu allégé, parce qu'il suffit que vous fassiez la demande, on vous tire une copie. C'est mieux que de l'ancien, bon, pour le tablier, d'abord c'était la croix et la barrière, mais bon, et là, il fallait légaliser seulement, c'est vrai. Mais moi, je préfère la nouvelle méthode. Donc, disons que le Togo est un peu en marche, on ne peut pas tout voir en noir, c'est une évidence, et nous évoluons un peu avec le monde. Bon, écoutez, pour la nouvelle méthode, c'est vrai qu'il faut
si vous voulez faire une copie, vous allez donc faire la queue. La queue aussi prend beaucoup de temps. Il y a une queue, c'est vrai. Bien sûr, avec Covid-19. Bien sûr, tellement, oui, moi j'ai souvent fait 72 heures pour l'obtenir, parce que vous venez, on dit, bon, on prend un nombre, vous revenez après, etc. Soit on décentralise, on le fait aussi, soit à Sokodi, à Kara ou à Dapan, comme ça, au moins. Mais il n'y a que Lomé seul. Donc les gens descendent de partout. Donc déjà, 4 les gens sont là, voyez-vous. Donc je pense que c'est bien la méthode actuelle, mais il faut quand même essayer de décentraliser, pour que chaque préfecture ou même les 5 régions du Togo puissent disposer quand même d'un centre de retraite national de son certificat national d'identité. Voyez-vous. Donc autrement, nous serons obligés de souffrir comme nous souffrons aujourd'hui au parquet lorsque vous venez vous rechercher. Moi, j'ai souvent quitté très tôt et tu fais la queue. C'est très compliqué. Et parfois, on laisse le nom, on n'en est pas dedans. Tu dois encore retenir les gens aussi se bagarrent là-bas parce que je suis venu avant toi. C'est une question de bagarre, finalement. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Donc, la meilleure façon, c'est au moins que les 5 régions économiques puissent disposer de ces centraux. Comme ça éviterait éventuellement des soucis liés au temps, etc. Aujourd'hui, ce qui est important, oui, allez-y. Aujourd'hui, tel que vient de le dire mon chef, le temps c'est de l'argent. Donc, c'est de faire vite et avoir le document et rejoindre une autre affaire. Donc, si vous devez faire la queue pendant des heures, vous perdez déjà beaucoup de millions. Donc, il faut que l'État essaye de décentraliser à la fois le certificat de naissance que le passeport. Il n'y a que l'homme seul, ce qui n'est pas aussi cohérent. On devrait également avoir un au centre à Kara ou bien à Dapan. Ça évite quand même que celui qui est à Dapan, par exemple, s'il veut faire son passeport, il est obligé de revenir à Lomé. À Lomé, et où dormir, l'hôtel, etc. Très compliqué pour nos frères. Surtout si vous pas un parent à Lomé. Bien sûr, ils souffrent énormément. Donc l'État doit penser à ça. Et c'est simple, il faut simplement décentraliser les choses. Tout est concentré à Lomé, je ne sais pas pourquoi. On peut quand même décentraliser et contrôler par le canal informatique. C'est possible. C'est-à-dire qu'il faut homologuer les choses d'une certaine façon pour que voilà, de Dapan ou à Lomé, on puisse quand même être interconnecté. Moi, j'ai souffert la dernière fois, il y a déjà 2-3 ans, je devais faire mon passeport. J'ai tellement souffert parce que ils m'ont dit, j'ai fait une rectification, il faut des enquêtes. Je devais prendre l'avion, j'ai dû attendre et j'ai raté l'avion. Là que j'écrive au général Yak, oui, qui est finalement intervenu avant que je ne puisse avoir mon passeport. Et j'ai raté mon vol, vous voyez déjà. Donc je pense qu'il faut quand même il faut aider les citoyens, avoir cela à l'esprit et décentraliser les choses. Nous sommes tous Togo, nous connaissons tous au Togo. Donc il n'y a pas d'étrangers, il n'y a pas de Nigérians, même si nous connaissons. Donc inutile de nous rendre notre vie difficile quand on sait que finalement on l'aura. Parce que justement, les Togolais se connaissent. Nous ne sommes pas trop nombreux. 8 millions, c'est vrai. Les familles se connaissent et s'entremêlent. Donc mieux, c'est de décentraliser pour que à chaque comté, l'on puisse disposer de tout ce qu'il faut. De la manière dont nous avons organisé les élections municipales, on peut également de la même manière décentraliser beaucoup d'entités étatiques concentrées à Lomé. C'est ça qu'on appelle la déconcentration. Ça évite que le citoyen puisse faire de longs déplacements, de faire des allers-retours pour avoir voilà, pour un papier. Voilà. Déjà en France, beaucoup de choses s'obtiennent par de façon digitale. Avec ton PC, tu rentres, tu remplis les grilles, peut-être tu iras seulement chercher. On vérifie tout par réseau internet. Aujourd'hui, au moins, quand on prend le Togo, 80% ont au moins de l'Android. Vous voyez déjà. Donc, cela voudra dire que, de toute façon, on peut aller plus vite avec plus vite. Voilà. Ça, ce n'est qu'un minimum. C'est un minimum. On doit pouvoir l'étendre à d'autres secteurs. Voilà. Réaction, Gérard, on change de sujet rapidement. Non, la première réaction, c'est d'avouer d'abord que je me suis trompé à propos du certificat de nationalité. Vous savez comment ça s'est passé chez moi? Je l'ai fait il y a 6 ou 7 ans. Donc, c'est quand j'ai parlé tout à l'heure, je me suis rappelé. C'était difficile, il y avait une queue monstre. J'ai passé 3 jours à y aller aussi. Donc, vous savez ce que moi j'ai fait? Il y a 7 ans. Il y a 7 ans. Et quand je l'ai fait, 6 ans, quand je l'ai fait, vous savez comment? J'en ai fait une vingtaine. Donc c'est tout un lot, c'est un cahier chez moi, quoi. J'ai tellement souffert que j'ai demandé 20 exemplaires. En même temps.
Et chaque fois que j'en ai besoin, je l'utilise. Il faut bien avoir l'argent pour le faire. Donc, disons que nous ne sommes pas logés à la même enseigne. Et donc, que ceux qui m'écoutent, qui souffrent pour avoir ce papier-là, qu'ils m'excusent. Moi, je me suis trompé. Non, ailleurs, comment est-ce que ça se fait? Je crois que les gens sont fichés dans le bon sens du terme. Ailleurs, on a votre photo, votre votre date de naissance, tout ce que vous avez. Et quand vous demandez un papier, il suffit qu'on tape votre nom, tous vos coordonnées sortent et on vous demande à la rigueur d'envoyer votre photo. Et vous passez pour prendre votre passeport ou bien le papier qu'il faut, vous signez et on vous remet le document. Ici, il faut aller, à chaque fois, on vous mesure. C'est comme si on changeait de taille chaque année, quoi. On vous mesure, on vous dit, vous avez 1 mètre, je sais pas, 70. Vous revenez après, on vous mesure encore, on vous mesure. Donc tout ça, là, ça fait un peu de perte de temps. Je ne dirais pas comme qu'il faut seulement décentraliser ou déconcentrer, mais il faut aussi moderniser. Il faut marcher avec son temps. Tout ce qui peut nous faire gagner du temps, tout ce qui peut nous faire gagner de l'énergie, il faut le faire. Avant, pour aller saluer, je sais pas, sa copine ou bien son ami quelque part, il faut se déplacer pour y aller. Aujourd'hui, vous prenez votre téléphone, vous l'appelez. Vous prenez votre Android, vous lui envoyez un message, vous faites même les vidéo calls. Et ça vous fait gagner du temps, ça vous fait gagner de l'argent, ça vous fait gagner de l'énergie. Donc, il faut que l'État aussi s'inscrive résolument dans la modernité. En tout cas, c'est une bonne chose pour l'économie. C'est une bonne chose pour l'économie, c'est une bonne chose aussi pour les individus. Parce que le sens de la bonne gouvernance, c'est d'abord aussi rendre les citoyens heureux, faciliter la vie aux citoyens pour qu'ils soient vraiment un moteur pour le développement. Mais vous serez surpris d'aller dans des coins pas loin de Lomé du tout, où on a encore les vieilles machines à taper dans un tribunal. C'est pas de la blague. On tire ça et ça fait un bruit énorme. Et il y a des gens qui l'utilisent encore. Pas loin de Lomé, je ne veux pas citer la ville, mais la commune. Et donc, disons que nous sommes très en retard. C'est un retard que nous pouvons rattraper si nous... Il faut prendre le pas rapidement. Oui, bien sûr, quand nous le voulons, nous le pouvons, étant donné que nous sommes à la pointe de la technologie quand il s'agit par exemple de Pegasus. Alors pourquoi ne pas franchir aussi le pas de la vieille machine à écrire. C'est une question de volonté, ça se voit, quoi. Il suffit de faire ce rapprochement. Concertation nationale entre acteurs politiques au Togo, le contenu des discussions est connu, rendu public. Sans doute, vous avez eu écho de ces conclusions-là. Quel est votre regard sur ces conclusions-là, Closet? Oui, j'ai lu en fait, tout ce qui est dit dans la conclusion. Je suis également allé à la conférence de presse donnée par Jean-Pierre Fabre. Je pense que c'est vrai qu'il y a des avancées, mais tout est conçu pour profiter uniquement au pouvoir, ce qui n'est pas bien. Dès lors que l'opposition a complètement pris du recul, il n'y en a plus d'opposition sérieuse à avoir la prise de décision finale. Donc, en fait, ça comporte aussi beaucoup de limites aussi. Parce que quand vous prenez par exemple la loi sur les manifs publics, ils ont également réduit ça, ce qui n'est pas normal. Ça viole même nos tests constitutionnel, parce que la Constitution a priori autorise les manifestations qui sont libres. Aujourd'hui, c'est limité je crois que c'est de 8h à 18h. De 11h à 18h. Et ce qui n'est pas normal, alors que dans des pays comme dans plusieurs pays au monde, il n'y a pas de limitation. Prenons par exemple la Tunisie, place Tahrir, les gens restent là et ils font des nuits jusqu'à ce qu'ils obtiennent ce qu'ils veulent. Mais aujourd'hui, déjà à partir de 18 on vous tire dessus avec les grattes, etc., ce qui n'est pas bien. Donc il y a beaucoup de recul. Et puis j'entendais aussi Jean-Pierre Fabre dire qu'il avait une proposition sur le découpage électoral, qu'il a soumis, etc., mais qui n'a pas été prise en compte. Voyez-vous, il a donné l'exemple de comment l'UNIR a fait son découpage qui ne profite qu'à son parti. Alors que il disait que avec la C14, ils ont élaboré un découpage vraiment très technique, qui est vraiment consensuel, mais qu'il a présenté à la consultation, qui n'a pas accepté cela. Bon, beaucoup de choses ont été rejetées du côté de l'opposition, qu'on peut dire aujourd'hui un peu radicale, telle l'ANC qui a participé. Donc finalement, je pense que tout est conçu, tel sur mesure,
pour que soit pérennisée la gouvernance que nous avons aujourd'hui. En réalité, on devait quand même tenir compte de l'aspect global pour des décisions qui profitent à la majorité. C'est quand même dommage quand on va aller encore amener l'élection régionale. C'est vrai qu'il y aura on annonce les élections régionales. Normalement, c'était prévu pour 2021. Finalement, pas pour 2022. Ça aura lieu probablement au premier semestre de 2022. La CENI, la Commission électorale nationale indépendante, il y aura à nouveau une nouvelle équipe dirigeante qui sera mise en place. Au lieu de faire une simple révision, on aura un nouveau recensement électoral. Ça, c'est une bonne beaucoup nouvelle. de choses. Oui, ça, c'est une bonne nouvelle. Le recensement, c'est une bonne, parce que vous savez qu'en 2018, il y avait eu un recensement boycotté par l'opposition. Et avec ce fichier, on est allé à 2 élections. Élections, je crois, législatives, communales et même présidentielles. Ce qui présentait beaucoup de limites pour l'opposition qui n'avait pas pu quand même s'inscrire massivement sur la liste. Maintenant, un nouveau recensement général permettra quand même de recenser beaucoup de populations pour des échéances futures si elles seront vraiment claires et nettes, etc. Mais cependant, moi je doute parce que ça ne prend pas en compte tous les aspects du plan marchéage pouvant profiter quand même à un maximum de degrés. Gérard, il est journaliste et il doute, il ne croit pas des conclusions taillées sur mesure selon Clousset. Non, je pense qu'en politique, souvent, il s'agit d'une question de rapport de force. C'est comme si vous allez jouer au football, disons Bikenti qui va jouer contre Barça, mais le rapport de force... C'est gagné d'avance. C'est pas évident du tout. On peut toujours espérer, c'est vrai, une victoire, mais il y a toutes les chances qu'on se fasse massacrer. Bikenti Barça, il n'y a pas photo. Ben voilà. et donc actuellement, moi je crois que le rapport de force est très 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 défavorable pour l'opposition. Et étant donné que vous l'aurez remarqué comme moi, il y a quelques années, quand des choses se passaient, il y avait les chancelleries qui s'indignaient, qui protestaient, qui disaient mais pourquoi on peut faire ça? Mais aujourd'hui, tout peut se passer, vous n'attendrez aucune chancellerie dire quoi que ce soit l'ambassadeur d'Allemagne, de France, de l'Union européenne, des États-Unis. Mais il n'y a pas de réaction. Donc, quelque part, moi, je crois que le Togo est sacrifié sur l'autel de la réelle politique, sur l'autel de la crise de la démocratie en Occident, parce que l'Occident connaît actuellement une crise de la démocratie. Il suffit de voir en France ce qui se passe. Quand on dit aux gens qu'on veut instaurer le pass sanitaire, ils sont des centaines de milliers à défier l'autorité et descendre dans la rue. Donc, petit à petit, ces pays aussi risquent de devenir ingouvernables. On l'a vu au Capitole, aux États-Unis. Donc, tous ces signaux-là font que les pays occidentaux qui sont pour la démocratie sont eux-mêmes un peu affaiblis. Et donc, en Afrique, actuellement, il n'y a pas beaucoup de gens qui nous soutiennent. Domaine démocratie. Et comme la démocratie togolaise est très chancelante, je crois que les autorités, elles en profitent de façon éhontée. Donc pour moi, avant toute négociation, il faut d'abord rééquilibrer les rapports de force, si on en a la possibilité. Mais pour le moment... Mais il y a eu beaucoup de partis politiques d'opposition qui ont participé aussi à ces discussions-là. Ben oui, ça c'est normal, ils peuvent être, tout le monde à y participer. Et quand Bikenti va jouer contre Barça, tous les joueurs vont aller jouer les 11. Mais pourtant, le rapport de force va demeurer défavorable. Donc s'ils n'y vont pas, on va dire, mais vous avez fait la politique de la chaise vide. On va les condamner. S'ils y vont, on va dire, mais vous êtes allés, mais qu'est-ce que vous avez obtenu? Donc dans tous les cas, quand vous êtes faible, vous vous laissez un peu entraîner, balloter par les choses. Et c'est ça le problème de l'opposition actuellement. Il faut qu'elle arrive à retrouver des forces, à puiser des forces de quelque part. Je sais que c'est facile à dire, mais comment le faire, c'est l'autre question. D'où moi, je pense qu'il faut les états généraux de l'opposition, il faut que les intellectuels réfléchissent, il faut que les journalistes travaillent à ce problème-là. Parce que ce rapport de force-là, ce n'est pas pour abattre une île, c'est pour construire le pays. Quand il y a l'équilibre, un certain équilibre dans le pays, c'est que le pays avance. Quand il y a l'équilibre, il y a la volonté de développer le pays, alors tout avance. Mais quand un parti est prépondérant, est trop fort par rapport aux autres, il y a souvent beaucoup d'erreurs qui se font. Est-ce qu'aujourd'hui, le problème, ce n'est pas parce que l'opposition
c'est elle-même divisée entre opposants, ne s'entend pas sur le juste minimum pour l'intérêt du peuple togolais. Non, moi, je n'ai jamais été pour cela. Qui n'est pas divisé? C'est-à-dire que celui qui est au pouvoir, lui, c'est comme... C'est un problème monolithique. Non, c'est un problème monolithique. Ils sont ensemble. Ceux-là qui dominent sont ensemble. Et c'est les dominés qui sont souvent divisés. Et donc, quand vous êtes plusieurs personnes, comment vous voulez être unis puisque... Parce que qu'est-ce que vous appelez d'abord unité? Les gens ont des intérêts différents, voire même divergents, voire même antagonistes parfois. Comment vous voulez unir, par exemple, les socialistes et les écologistes en France? Personne n'est uni en fait. Parce que si les gens étaient unis, ben, ils seraient dans le même parti. Ils ne sont pas dans le même parti parce qu'ils ont des intérêts et des stratégies différentes et des visions différentes. Alors pourquoi les unir? Peut-être on peut les mettre ensemble pour qu'ils travaillent ensemble. Mais dire qu'ils sont... Ils ne sont pas unis, il faut former la C14, il faut former une union sacrée, tout cela, ça ne marcherait pas. Moi, je trouve même que ce serait un marché de dupes. Ouais. Vous nous dites que vous avez une philosophie. Par exemple, quelqu'un me dit que lui, il est pour l'environnement. Et je le vois s'unir avec un parti qui dit qu'il faut créer des industries partout, histoire de parvenir au pouvoir. Alors, il est en contradiction. Mais qui trompe qui alors? Qui trompe qui? Donc, non, moi je pense qu'il faut d'abord mettre l'intérêt supérieur de la nation en avant. Il y a des choses qui peuvent les unir. Lutter pour l'alternance, lutter pour les libertés individuelles, lutter pour l'avancée du pays. Il faut qu'ils trouvent ces centres, ces points-là communs pour se mettre ensemble, entre guillemets, mais pas dans du genre former groupe des 6, la C14, et on a connu ces groupes, mais ça n'a pas fait longtemps. Ça n'a jamais marché, ça ne peut même pas marcher. Ça ne peut même pas marcher. Est-ce qu'on additionne, si je vous demande 3 cahiers plus 5 livres, ça fait combien? Vous voyez, ça ne marche pas, tout simplement. On additionne pas ce qui n'est pas additionnable. 5 cahiers plus 5 livres, ça ne se fait pas. Ouais. Donc on ne peut pas additionner 4 socialistes et 2, je sais pas moi, et 2 écologistes, quoi. Ça ne marche pas. C'est pas 2 choses additionnables. Ouais, l'opposition, elle est comme ça. Oui, mais écoutez, ce qui manque aussi du côté de l'opposition, c'est aussi la solidarité. Moi, je m'attendais voir peut-être l'ANC dire, mais sans la DMK, lui participe pas. Mais chacun y va, rencontre Caillou, se retire, et l'autre est dans le désert. C'est pas bien. Il faut aussi au moins qu'il y ait au moins de la solidarité entre les opposants. Voyez-vous, quand on parle aujourd'hui de la configuration géopolitique, la DMK a déjà 25% de poids électoral. Aujourd'hui, elle est mise de côté. Voyez-vous, mais en temps normal, on devrait voir l'ANC qui devait dire, mais sans la DMK, moi je ne participe pas. Voyez-vous. On a vu le cas qui a entamé cette discussion, mais il n'a pas vu ses préoccupations prises en compte. Le cas est parti. Ouais. Le cas a très bien fait, en fait, parce qu'en général, il faut quand même tenir compte de l'aspect général, de l'intérêt collectif et non de l'intérêt personnel. Vous. Moi, je ne vous interromps pas, mais quand vous parlez de solidarité, est-ce que ça, là, est-ce que le parti au pouvoir est exempté de ça? Quand on parle de solidarité, celui-là qui a le pouvoir a aussi le devoir sacré d'être solidaire avec ceux qui ne sont pas au pouvoir, pour le bien du pays. Si vous dites que les opposants doivent être solidaires entre eux, mais celui qui détient le pouvoir doit être aussi solidaire avec ceux qui ne voient pas les choses comme lui. Sinon, ça ne marcherait pas. Même ceux qui sont opposés, par un miracle, devenaient solidaires, vous allez voir, le conflit va perdurer. Parce qu'il y aura maintenant 2 pôles. Il y aura ceux qui ont le pouvoir et ceux qui veulent parvenir au pouvoir. Eh bien, ce sera à couteau tiré. Donc, alors, le problème ne sera pas résolu, même si les opposants s'unissaient entre eux. Il y aura toujours... Oui, alors intervient la concertation entre les 2 poids. Non, ça ne marche. Voilà, donc, à la base, mais il faut que tout le monde sache que... c'est comme nous sommes dans ce studio-là. Mais si nous ne nous entendons pas pour que l'émission marche bien, ça ne marcherait pas. Vous deux, vous pouvez vous entendre, mais si moi je suis décidé à faire du bruit tout le temps, l'émission sera sapée. Vous voyez, on va finir à l'heure 10. Voilà, vous êtes mes opposants et vous voulez que ça aille bien. Et moi, moi je fais du bruit. Comment le parti au pouvoir, par exemple, peut faire de la solidarité avec l'opposant qui veut prendre son fauteuil présidentiel? Ah non, c'est pas son fauteuil, justement. C'est-à-dire que, en fait, c'est une façon de voir, c'est une conception du pouvoir. Est-ce que le pouvoir m'appartient? Non. C'est-à-dire, on vient au pouvoir pour faire ses preuves et repartir. Dès que c'est intégré comme ça dans la tête des gens, ça devient
plutôt facile de jouer le jeu. C'est une autre école que vous invitez, en tout cas, les Togolais. Je ne dirais, bon, c'est juste une invite. Je ne dirais pas que c'est une école, parce que ces gens-là, il ne faut pas dire qu'ils ne le savent pas. Ils le savent très bien. C'est juste, c'est de la résistance. Ouais. On le sait, mais on ne le veut pas. On ne le veut pas et c'est pas bien. Celui qui viole le feu rouge, c'est qu'il ne faut pas violer le feu rouge. Il le viole. Mais ça sent très bien qu'il met les autres aussi en danger. En cas d'accident, il n'est pas seul. Il met les autres aussi en danger. Les hommes sont comme ça. C'est pour ça que l'éducation, c'est très important. Et le travail que nous faisons ici, c'est très important aussi. Dites-vous qu'il y a des jeunes de 18 ans, 20 ans qui font le droit, qui nous écoutent en ce moment. Vous allez voir, ce message-là peut rester dans leur esprit. Et quand ils seront à un poste un jour, ils seront moins enclins à s'accrocher au pouvoir comme ça. Et savoir que le pouvoir, c'est pour un temps, et vous laissez un autre, et vous pouvez revenir aussi. Mais cette histoire de solidarité, c'est valable pour tout le monde, moi je le dis. Sur ces conclusions, la question de la manifestation, Nathanaël Olympio pointe un recul démocratique. Oui, tout à fait, c'est un recul. Même, je sais pas, la dernière fois, lorsque le Togo était donc convoqué à Genève, ouais. Les Blancs en ont parlé. C'est un recul démocratique énorme. Vous savez, la seule arme dont dispose le citoyen, c'est la manifestation, dire ce qui brûle en lui, de la manière dont il souhaite le faire. Maintenant que l'autorité réglemente, vous trace la voie et vous donne aussi les charges horaires, pratiquement il y a une compression. Or, la compression devient une recul des libertés, ce qui fait que le Togo ne sera pas quand même n'aura pas un bon point vu côté droits de l'homme. Parce qu'en réalité, on devrait laisser les gens manifester en France. Oui, mais ou ailleurs. On dit désormais qu'on revoit juste un peu la plage horaire. C'est désormais de 8h à 10h au lieu de 11h à 18h. Mais c'est scandaleux. On ne peut pas quand même limiter dans le temps une volonté manifeste des gens d'exprimer ce qu'ils ressentent. Oui, pourquoi par exemple une heure déjà suffise, en tout cas, suffit pour prouver ou bien montrer que non, écoutez, une heure, qu'est-ce que vous faites en une heure de temps? Les toquettes sont souvent en retard. Alors, en une heure, ils ne sont pas encore arrivés, c'est déjà clôturé. Mais non, écoutez, tenons compte des réalités. C'est une volonté manifeste de faire taire toute voix dissonante. Donc nous allons maintenant revenir dans une monarchie comme le temps des années 80 et 70, etc., où la monarchie reprendra sa place naturellement. Par contre, nous sommes au XXIe siècle. Le monde nous impose des conditions et nous devons obéir aux conditions qui s'imposent à nous. C'est de libérer quand même les peuples, libérer les droits au peuple de disposer d'une certaine autonomie à manifester, etc. Mais vous savez ce qui se passe? Lorsqu'on comprime un peuple, c'est comme prenez un ressort. Lorsque le ressort est comprimé, le jour trouvera un échappatoire, il ira très loin. Et vous ne pourrez plus le rattraper. Voyez-vous? Donc il est normal que l'État relâche plutôt que de continuer à comprimer les gens. Mais le jour vont trouver des échappatoires, mais ça ira très loin, ce que nous allons déplorer. Donc c'est de libérer quand même au moins les manifestations publiques, il faut le libérer. La loi sur la manifestation. Oui, il faut que moi, citoyen, si je suis contre un fait, je puisse sortir de ma maison avec une pancarte, me prendre devant un carrefour et dire bon voilà, et que je suis contre. Et la presse viendra vers moi. Je peux sortir quand je veux, etc. et rentrer quand je veux. Maintenant, quand on vous dit bon, si vous ne rentrez pas, je dois vous charger. Donc il y a déjà une répression au niveau des libertés individuelles et même collectives. Donc l'État doit pouvoir. Je ne sais pas pourquoi les gens si ces lois-là, parce que moi je suis député que je n'avais pas ce genre de loi ou que je ne voterai pas ce genre de choses parce que ça constitue des reculs en matière de liberté. Or lorsqu'on est au pouvoir, on doit peut-être venir au pourcent du jour au lendemain. Donc il faut que les lois soient faites de façon conventionnelle. En tout cas, la loi, c'est pour tout bon. Bien sûr, il y a ce qu'on appelle loi uniforme. Tu vois déjà. Alors, quand dans certains pays, on peut manifester 24 heures sur 24, c'est que c'est une loi uniforme qu'on peut facilement adopter, etc. Mais si on se confine dans notre idéologie de restriction en limitant, on voit que les gens seront tellement comprimés et le jour où un peu d'échappatoire, on ne pourra plus les rattraper. Gérard, on va dire que la loi Bojuna était meilleure finalement, puisque ça permettait de manifester jusqu'à 22 heures dans la nuit. La loi Bojuna n'était pas meilleure, la loi Bojuna était plus normale. Ce qui se passe aujourd'hui, disons tout simplement que ce n'est pas normal.
le mal du Togolais aussi, c'est que quand nous voulons parler d'un sujet, nous ne définissons pas la chose. Manifester, d'abord, c'est quoi? Et manifester, ça sert à quoi? Quand on dit qu'il faut manifester, c'est pour empêcher que les choses tournent en rond. L'objectif de la manifestation, c'est donner la possibilité aux citoyens d'empêcher le gouvernant de voir les choses tourner en rond. Mais quand l'itinéraire est limité, les horaires sont limités, alors est-ce que la manifestation peut encore atteindre son objectif là? Ben, la réponse est évidemment non. Donc quand vous marchez, c'est pour que le citoyen dise la chose sur laquelle il n'est pas content. Si vous dites par exemple aux Togolais de marcher, c'est un exemple qui ne sont pas bien, de marcher pour l'homosexualité. Vous allez voir, vous ne verrez pas des gens dans la rue, parce que beaucoup ne sont pas contents. Dites aux Togolais par exemple, nous voulons tous nous promener nus dans la rue, aller marcher. Vous ne trouverez personne marcher. Mais quand vous choisissez un sujet qui les intéresse, et sur lequel ils ne sont pas d'accord, vous leur dites de marcher, ben vous verrez des centaines de milliers de gens dans la rue. Donc la manifestation a ce sens-là qu'elle permet aux citoyens d'exprimer son mécontentement. Mais quand quelqu'un est en haut de son perchoir, parce qu'il a le pouvoir, et il restreint tout cela, comme Clouset l'a dit, ben c'est comme un ressort qu'on a comprimé, c'est tout. Et c'est de l'arbitraire, et ça a un nom. Son nom, c'est la dictature, c'est tout. Nous sommes en dictature. Nous ne sommes pas en démocratie. Il ne faut pas raisonner comme si on était en démocratie, c'est tout. Soyons conscients que nous sommes toujours en dictature et il faut trouver les voies et moyens pour rentrer en démocratie. Mais si nous raisonnons, nous parlons et nous passons du postulat que nous sommes en démocratie et nous raisonnons dans ça, ben, forcément on ne va pas aller loin. Je ne sais pas si vous voyez un peu. C'est comme quelqu'un qui se trompe, je sais pas, un exemple qui va vous faire rire. Hein. On dit que les cocotiers, Beranero étaient malades. On a fait amener un Français. Il arrive, il voit un papaye, il dit « Oh, quel joli cocotier !» Parce que là, il ne fera aucun travail. Parce qu'il s'est trompé sur la nature même de la maladie, sur la nature même du patient qui veut soigner. Donc, si le médecin se trompe sur le diagnostic, alors comment est-ce qu'il peut soigner? Donc, nous nous trompons sur le diagnostic. Nous pensons que nous sommes en démocratie et que la démocratie ne fonctionne pas bien. Alors qu'en fait, nous peinons à entrer en démocratie. Nous ne sommes pas en démocratie. Il faut chercher à entrer en démocratie. Aujourd'hui, sur ces conclusions, on voit déjà une division de la classe politique de l'opposition. L'ANC ou encore mieux, le CAR ne se retrouve pas carrément. Oui, côté opposition parlementaire, l'UFC et le NET se retrouvent dans ces conclusions-là. Finalement, quelle attitude adopter? Au fait, c'est de dire que lorsque vous accompagnez une certaine, tel que vient de le dire mon confrère, nous sommes dans la dictature. Et le dictateur a ses règles. Et si vous l'accompagnez, vous devenez dictateur comme lui. Vous voyez déjà. Donc c'est clair que les partis que vous venez de citer, le NET, le FC, etc., qui acceptent volontiers d'accompagner donc le régime dans sa volonté de comprimer. Donc je pense que c'est un peu dommage parce que nous devons nous ouvrir beaucoup plus vers une certaine autonomie sociale. Les mentalités ont évolué depuis ces 50 dernières années ailleurs dans les États qui nous entourent. Il ne serait pas valable que nous soyons encore dans une situation de dictature où du Bénin passant par le Faso et Accra, les choses ont changé autour de nous. Voyez-vous, nous devons travailler pour avoir une certaine liberté sans violence, c'est impossible. Il faut que les esprits s'ouvrent. Quand on refuse d'accompagner, ça oblige le dictateur à se poser des questions. Mais lorsqu'on accompagne, lui dit réellement, bien j'ai la majorité, j'ai une opposition fabriquée, j'avance. Et il aura aussi dit aux Européens qu'il y a une opposition qui a tout à fait validé, etc. Et le blanc qui ne maîtrise pas les réalités au Togo dira que oui, l'opposition a aussi contresigné avec vous, etc. Donc, il faut quand même qu'il y ait une certaine volonté et par ça de faire profiter des situations à tout le monde. On voit déjà, il y a des forces qui sont aujourd'hui mises de côté. On voit déjà, le pouvoir c'est vrai, c'est la dictature. Le que c'était d'aller seul, même si vous ne voulez pas l'accompagner, dans tout le cas, il ira. Mais malheureusement, il y aura des conflits
sociaux qui vont se perpétuer dans le temps. Vous pensez que c'est antidémocratique? Bien sûr, parce que vous savez que dans un pays pareil, celui qui veut venir investir va être un peu réfléchi. Ouais, déjà, c'est que dès lors qu'il y a une frange de populations qui sont peut-être mises de côté ou qui ne participent pas, donc il y a déjà une haine sociale. Donc ça peut cogner à tout moment. Donc l'investisseur peut dire, mais écoutez, parce qu'ils font ce qu'on appelle les études préalables de marché. Mais quand on prend en compte tous ces facteurs, on peut dire, mais écoutez, c'est un marché instable pour une économie paisible. Bon, nous devons agir en sorte que l'Européen qui veut investir puisse être libre d'investir sans être sans craindre que demain pour son investissement. Bien sûr, voilà. Gérard? Bon, je ne sais pas si tu es en fait d'accord avec mon confrère, parce que moi, de plus en plus, j'ai l'impression que l'Européen n'est plus très regardant sur les histoires de démocratie. Ouais, si au Togo, il y a des conditions favorables pour s'enrichir, pour s'en mettre plein les poches, ben, eux viendront. Mais quitte à vous je sais pas. Le capitalisme international ne voit plus tellement ce genre de choses. Aujourd'hui, la démocratie apparaît comme un luxe. Quand on voit le terrorisme au Mali, tout ça là, comment les taux se resserrent sur tous les pays de l'Afrique occidentale et un peu partout. Et moi, je crois que le capitalisme, les investisseurs aujourd'hui ne sont plus très regardants sur les histoires de démocratie. Je l'ai dit au début. Vous avez vu, quand on frappait les gens au cours des manifestations, vous entendiez en même temps les ambassadeurs qui réagissaient, les pays qui faisaient des communiqués. Mais aujourd'hui, est-ce que le silence là, ça ne vous étonne pas? Moi, ça m'étonne sérieusement. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Peut-être que les paradigmes ont changé. Les gens nous regardent d'une autre façon, compte tenu de la propre crise économique qu'ils ont chez eux, par rapport à la crise de la démocratie qu'ils ont chez eux et par rapport aussi à l'extension du terrorisme qui ne leur permet plus vraiment de se promener de par le monde et de faire fructifier leurs capitaux. Et à part cela, moi je dirais que il y a des gens qui accompagnent certes la dictature, entre guillemets, mais moi je dis que en fait, tous ils accompagnent. Vous ne pouvez pas me donner aujourd'hui un parti qui n'accompagne pas. Ils accompagnent tous. Ils accompagnent, certains le disent ouvertement, mais d'autres accompagnent à leur corps défendant. Ils ne veulent pas, mais ils sont dans le train. Le train marche, que vous le veuillez ou non, ben vous êtes dedans. L'ANC qui s'oppose. Est-ce que l'ANC n'a pas de communes? Mais l'ANC a participé aux élections communales. Comment est-ce qu'on peut accompagner plus le régime? On vous dit, mais la présidentielle, là, nous verrouillons. Et pour les communales, bon, on déverrouille un peu et vous avez quelques communes. Maintenant, on amène les régionales et on pose les conditions. Mais qui le veut ou non, moi, je pense que tous les partis accompagnent. Devant ce rouleau compresseur, qu'est un régime très fort qui n'a pas, et face à lui, une opposition qui a des moyens, alors vous n'avez pas le choix. Comme le dirait quelqu'un, si tout le monde accepte aussi, ce n'est pas bien. Non, moi je pense que tout le monde accepte dans ce cas. Tout le monde accepte. Certains acceptent et le disent ouvertement. D'autres disent non, mais à leur corps défendant, ben, ils y vont quand même. C'est comme quelqu'un qui vous prend dans un bus. Vous dites non, moi je vais à Tchédié, il prend la route de Palimé. Mais vous êtes quand même dans le bus. Mais c'est que vous allez arriver à Palimé. Non, moi je vais ici. Mais vous êtes dans le bus. Vous arriverez à la destination que le chauffeur aura choisi. Et tout le monde accepte dans ce même bus. Oui, mais tant que vous n'avez pas le moyen de lui prendre le volant, ben, vous arriverez là où lui, là, il est le chauffeur, quoi. Il est le chauffeur absolu. Il n'y a personne dans ce bus-là qui puisse l'obliger à changer de direction. Nous allons évoquer maintenant l'éducation, détournement des chefs d'établissement et repêchage sans contrôle des élèves pour les classes supérieures. Le ministre Dodi Komlan Kokoroko se révèle encore à travers une note circulaire. Oui, ça c'est d'abord le premier sujet, détournement des chefs d'établissement. Beaucoup de directeurs d'établissement ou proviseurs creusent beaucoup d'ardoises avant de partir. Beaucoup le font, ça il ne faut pas le nier. Et c'est la faute aussi à leurs supérieurs, qui ne font pas un contrôle direct sur les directeurs généraux. Voyez-vous, il faut quand même qu'il y ait un contrôle. Les gens détournent, les gens font de la surfacturation, etc. Écoutez, quand vous regardez un peu l'administration, les gens s'enrichissent de façon illicite. Or, quand il y a des fuites, le pays ne se développe pas.
Parce qu'il faut capitaliser dans tous les fonds pour aider le pays à se développer. Mais que les gens s'en mettent les poches, etc., le pays ne se développe pas. Donc, les directeurs généraux volent, il faut le dire. Le ministre a tout à fait raison. Et il faut quand même qu'il fasse encore plus en descendant parfois sur le terrain. Parce que, bon, mais ce n'est pas forcément le bureau. Il doit passer au moins quelques temps aussi à faire des vidéos inopinées dans les écoles et poser des questions aux enseignants, voir ce qui se passe. Il se passe des choses qui n'entendent même pas le ministre ou bien leur directeur régional ne sont même pas au courant. Il y a beaucoup de faux au niveau de ces directeurs et on pourra dire que leurs chefs sont également complices par le silence. Maintenant que le président Kokoko essaie quand même de vouloir remonter vers la surface le mal, il faut qu'il soit combattu de façon digne. Sinon, mais ça ne marchera pas. Le vol, il n'y a pas que l'enseignement. Dans tous les secteurs, les gens détournent. Aller à la douane, aller par exemple... même au niveau des frontières, l'administration en tant que telle, les gens détournent, les gens inventent des taxes parallèles qui sont perçues, etc. Et pas de réaction. Les policiers aussi coupent parfois la route, s'en mettent plein les poches et s'en vont, etc. C'est pas bien, il faut quand même qu'un pays, ça obéit à des règles bien précises que nous devons nous amener à respecter. Donc, chaque chef doit pouvoir maintenant sortir, descendre sur le terrain. C'est pas au bureau, on gouverne lorsqu'on est sur le terrain. Il faut des descentes vers nos hôpitaux, vers nos écoles et dans la vie civile pour pouvoir ressortir les informations de détournement et sanctionner. Parce que depuis longtemps, on a pu sanctionner quelqu'un. Mais lui, là, il a commencé par sanctionner depuis. Légèrement. Il faut que ça aille plus loin encore. De façon que l'on puisse toucher au moins le voleur qui est par exemple caché à Saint-Cassé. Voilà, il n'y a pas que Lomé, il n'y a pas que la région maritime. Il faut aller plus loin encore pour dénicher les indélicats et puis les sanctionner. Il faut que les recettes qui sont allouées atteignent effectivement leur objectif pour le bien de la population. Mais quand des gens détournent, c'est le pays qui prend du recul au détriment de quelques gens qui vont s'en mettre les poches, ce qui n'est pas bien. Donc les États développés combattent vigoureusement la corruption sous toutes ses formes. Donc chaque département doit plutôt sortir de son bureau pour pouvoir aller constater ce qui se passe sur le terrain et prendre des décisions, même si parfois c'est empirique, c'est pour l'intérêt du pays. Oui, le ministre a constaté, fait le constat des détournements au niveau des chefs d'établissement et il pointe du doigt également le repêchage sans contrôle des élèves pour les classes supérieures. Oui, mais est-ce que ça, c'est le seul problème qu'il y a au Togo ou bien qu'il y a dans le domaine de l'enseignement? Non, moi je crois que c'est tout le pays qui est miné. Si le professeur Kokoroko, il fait cette descente là, ou bien comment on dit là, c'est communiqué et tout. Moi, je crois que ça fait un peu bling-bling seulement. C'est une goutte d'eau dans la mer, ou bien c'est des gouttes d'eau dans la mer. Ça ne servira à rien. Je crois que c'est le pays entier qui marche de façon pas bien. Et c'est pour ça que nous disons toujours qu'il faut lutter d'abord pour un état de droit. Dès que vous avez un état de droit, vous savez, tout marche bien. Mais quand vous hésitez à avoir un état de droit, mais quand vous fermez un trou ici, il y a un autre trou qui s'ouvre ailleurs. Et on n'en finit jamais. Mais dès que tout le monde est assujetti au droit et à la loi, on dit c'est comme ça, on fait les choses. Il y a des juges qui sont là pour superviser, des magistrats qui sont là pour superviser des choses. Il y a des maires qui sont là. Tout est soumis à la loi. Alors vous voyez, vous gérez facilement votre pays. Mais c'est ça que justement que nous ne voulons pas ici. On ne veut pas l'état de droit, mais en même temps, on veut que le pays marche bien. Ce n'est pas possible. Quand après les élections, on dit, bon, ou bien dans une affaire de Pacha, je ne sais pas quoi là, il y a un juge là qu'on a fait loin dans le Mandjouri, mais parce qu'il n'a pas bien réagi dans telle affaire et tout ça là. Alors, ce n'est plus l'état de droit. Oui, mais est-ce qu'il doit bien réagir ou bien il doit respecter la loi? Voilà. Il y a un code pénal, il y a un code civil. Quand il y a un cas qui se pose, le juge ou bien le magistrat, il prend le code pénal, il fouille. Mais qu'est-ce que la loi dit? Et il applique. Un point, c'est tout. Et c'est ça qu'on appelle l'état de droit et aussi la bonne gouvernance. Quand nous serons décidés, quand on va se décider pour un état de droit intégral et la bonne gouvernance, vous allez voir, les ministres n'auront plus besoin de faire cette déclaration un peu tonitruante. Oui, mais je suis d'accord avec vous, mais quand vous prenez la note du ministre par rapport au repêchage des élèves sans contrôle, quelqu'un qui fait CM1 ou bien, disons, 5e, il échoue au lycée à Gouet et il va peut-être au complexe scolaire Bon Samaritain, il va en 4e. Est-ce que le ministre n'a pas raison à ce niveau-là? Il n'a pas raison.
qu'est-ce que la loi dit? Si la loi dit que quelqu'un qui a fait la 5e, qui n'a pas la moyenne pour passer en 4e, et un directeur le prend, ben, le directeur, il tombe sur le coup de la loi. C'est ça, c'est là où je dis qu'il faut un état de droit. Si les lois sont là, ben, elles sont valables pour tout le monde. Si, je sais pas moi, si en partant, sortant de ce bureau, je prends votre micro, ben, je serai voleur. Ben, la loi me frappe et je vais en prison tout simplement. Donc, quand tout le monde sait qu'on est la loi, on sait à quoi s'en tenir, et puis c'est tout. Mais le problème, c'est que de temps en temps, ou bien pas souvent, il y a des gens qui ont la possibilité d'évoluer au-dessus de la loi, d'agir en marge de la loi. Quelqu'un fait quelque chose, ben, il va en prison, un autre fait ça, on appelle un frère ou bien ceci là, et ben, lui, il s'en sort indemne. Et c'est là où le Togo n'arrive pas. C'est pour ça que le Togo n'arrive pas à évoluer. Parce que les gens trouveront toujours des échappatoires, des moyens pour ne pas faire marcher ce pays, tout simplement. Mais quand il y aura la loi et les juges seront protégés, vont bien gagner, il n'y aura pas la corruption, on va lutter contre ces choses-là, ben, moi je pense qu'il serait plutôt assez facile de diriger le Togo. En tout cas, moi, Gérard, je n'aimerais pas, à part l'argent que ça peut m'amener, diriger ce pays. Jamais. Et même parce que c'est un pays où rien n'est sûr. Absolument rien n'est sûr. Oui, mais vous, au contrôle, ça peut y aller normalement. Peut-être que vous le dites, l'état de droit est dirigé en règle, tout le monde respecte. Oui, mais s'il y a l'état de droit, si vous allez en France, c'est un exemple, vous tirez sur Macron, vous ne devenez pas président de la République. Mais si vous êtes au Togo, on tire sur vous, on prend votre place. Ça veut dire qu'il n'y a pas la loi. Vous voyez un peu, et en France, la loi dit que même si le président tombe ou bien vous tirez sur lui, ce ne serait qu'un assassinat. C'est ça que nous voulons amener au Togo, pour la sécurité de tout le monde. Vous assassinez un chef d'État, bon, ben d'accord, ben vous n'êtes qu'un assassin, vous allez en prison. Mais vous ne prenez pas le pouvoir. C'est ça l'état de droit, c'est ça même la force de l'état de droit. Vous voyez la Chine, on dit que la Chine n'est pas un état démocratique, mais quand vous observez bien, la Chine est un formidable état de droit. Quand la loi frappe sans ménagement, que vous soyez ouvrier, ou bien que vous soyez le numéro 2 du parti, vous faites quelque chose qui est pénal, qui doit être puni, mais vous êtes puni. Et c'est ça qui fait la force de la Chine. Mais regardez nos pays africains. C'est histoire de... C'est ça le népotisme, quoi. On appelle un frère, et puis bon, ben écoute, on étouffe cette affaire. Il ne faut plus recommencer, et puis c'est tout. Mais demain, on est sur le faire. C'est ça la punition. C'est vraiment la punition. Ah oui, ça aussi, c'est une bonne punition. Il ne faut plus recommencer. Oui, l'état de droit, c'est ce qu'il faut pour les gens du Togo notamment. Bien sûr, il faut que les citoyens aussi dénoncent les fonctionnaires indélicats. Parce que nous ne dénonçons pas. C'est comme tout va. Mais quand on va commencer par dénoncer les indélicatesses des fonctionnaires, vous allez voir la discipline qu'il va y avoir. Donc, si nous taisons, nous ne disons rien, eh bien ça continue. Nous devons maintenant apprendre à dénoncer les fonctionnaires, l'attitude des fonctionnaires indélicats qui refusent quand même de respecter les règles qui régissent une république digne. Donc, prenons l'habitude. Porter plainte n'entraîne aucun frais. Vous pouvez aller devant un magistrat pour dire, mais écoutez, pour ceci, il m'a demandé ça. Voyez-vous, est-ce que c'est autorisé? C'est qui? C'est lui. On le convoque. Voyez-vous. Mais si il est absous, ou bien on lui confisque les biens, etc., mais demain le trouvera peur. Mais si personne ne dénonce, surtout à la douane, moi je vais à la douane, c'est compliqué. À chaque table, on prend de l'argent et personne ne parle. La condition est érigée en droit. D'ailleurs, un fonctionnaire qui fait son bureau parce que justement quelqu'un n'a pas mis de la pierre sur un dossier. Mais c'est pas ça un état de droit. Ça ne fait pas avancer un pays. Et personne ne dénonce. Voyez-vous, nous devons apprendre à dénoncer. La culture de la dénonciation. Absolument. Il faut que ça commence par là si nous voulons avoir un pays vraiment sain, où nous devons avoir des routes bien construites, etc. Alors, ça veut dire que le ministre Kokoroko doit revoir sa méthodologie ou bien sa théorie. Non, attends, lui il fait mieux que les autres. Par exemple, il y a les mineurs qui se prostituent. Ou surtout notre ministre de l'action sociale, elle ne parle pas, c'est pas qui est là. Les mineurs se prostituent, mais personne n'en parle. Kokoroko, lui, fait sa part. Au moins, il sont de communiquer pour dénoncer. Mais de l'autre côté, il n'y a pas de dénonciation. Les mineurs se prostituent, il y a des actions qui se produisent partout, mais les ministères, ils ne parlent même pas. Nous devons plutôt, au lieu de tirer sur Kokoroko, il faut plutôt l'apprécier, lui dire, il fait mieux que les autres. Et l'encourager à faire mieux que ça. À faire mieux que ça, à faire mieux que ça. Et que chaque ministère, quand même, réagisse. Quand on parle ministère des armées, il y a des militaires qui ne sont pas du service, mais qui vont prendre de l'argent sur les gens, etc. Il faut stopper tout ça.
pour assainir en tout cas, les finances, assainir la maison, la maison, assainir le Togo. les Togo. Oui, Gérard, on va vous écouter en quelques secondes. Bon, moi, je dis qu'il ne faut pas faire mieux, il faut faire bien. Parce que parfois, vous faites mieux, mais le résultat est le même. Ouais. C'est comme vous avez une maladie, on vous dit de ne pas prendre l'alcool. Et il y a un qui prend beaucoup d'alcool et l'autre dit, bon, ben, moi, je fais mieux, je ne prends qu'un litre par jour. Oui, mais est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec Clousset sur l'aspect, on le voit par certains, depuis qu'ils sont nommés dans ce gouvernement, on ne le voit pas du tout, alors que d'autres, ils pointent la tête. Moi, je pense qu'ils sont pareils. Ouais. C'est-à-dire, c'est comme un parent qui frappe son enfant, qui donne 30 coups, et l'autre dit, moi, je fais mieux, je donne seulement 20 à mon enfant. Mais c'est que les deux enfants seront bêtes. Vous les abêtissez. Ouais. Parce que ça vous les rouez de coups, le résultat est le même, quoi. On dit, il ne faut pas manger ceci. Quand on a telle maladie, ben, celui qui en mange beaucoup, l'autre en mange moins. Bon, il n'y a rien. Ils auront forcément la maladie. C'est le système qu'il faut changer, moi, je crois. Et pour donner rapidement, je vais aller rapidement. Ouais. La chose est tellement complexe que quand vous êtes dans la circulation, par exemple, un policier va vous prendre de l'argent. Il prend vos papiers, vous avez tout. Hein. Quand il veut que vous donnez de l'argent, il ouvre ça lentement comme un caméléon. Mais pour vous perdre du temps, c'est pour vous dire, mais donnez-moi 1000 francs ou bien 2000. Est-ce qu'on peut légiférer sur ça? Donc, il y a l'état de droit qu'il faut instaurer, mais aussi il faut l'éducation. Que nous sachions tous que nous devons lutter pour que notre pays avance, tout simplement. Aimer son pays comme on aime ses parents, comme on aime sa famille. On veut que ça soit bien, c'est tout. Tant qu'on n'aura pas ça en nous, ben, tout passe par la valeur de l'homme et le développement. C'est la valeur que chaque citoyen a qui va faire partir ce pays. Merci beaucoup à vous. Ça va être le credo souhaité pour tous les Togolais. Merci à vous, Gérard Ouessan, directeur de la publication Sika Magazine, Yao Clousset, directeur de afriqueenligne.info. Merci à toutes et à tous. Je vous souhaite un bon week-end. On se retrouve naturellement le lundi prochain avec Honoré Adontu à partir de 16h sur la radio.